Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette rencontre consacrée aux neurosciences et plus exactement aux neurosciences éducatives ou pour résumer à la neuropédagogie. Alors de quoi va-t-on parler durant une heure? Nous parlons d'un sujet largement traité dans l'ouvrage qu'on va vous présenter, les neurosciences éducatives aux éditions EMS, co-dirigé par Olivier Delagarde et Frédéric Guénaud. Olivier Delagarde, il est à côté de moi, à ma gauche. Frédéric n'est pas là. Un ouvrage qui revient sur les découvertes et les progrès permis par les neurosciences pour notamment, on en parlera, le transfert des compétences. Car les neurosciences modernes nous apprennent que le cerveau ne fonctionne pas du tout comme nous l'imaginions. Et l'imagerie cérébrale moderne nous permet d'expliquer physiologiquement, anatomiquement les phénomènes pédagogiques jusque-là essentiellement observés. On observait les comportements et puis on analysait. Aujourd'hui, une révolution est en marche. On va en parler aujourd'hui. Alors, les neurosciences, une réponse pour le choc des savoirs et l'émergence de l'IA. Avec qui on va parler de tout ça? Stéphane Ginocchio, enseignant spécialiste des neurosciences pour le management. Vous êtes passionné de sciences de l'humain, de neurosciences, de philosophie appliquée et de pédagogie. Il a un CV long comme un jour sans fin. J'ai résumé vraiment en lecture rapide. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vous étiez en conférence dans un grand cabinet de conseil. Vous expliquiez l'apport quand on utilise bien son cerveau. Et ça a résonné chez tous ces consultants. Oui, j'ai l'impression qu'ils ont remis l'humain au cœur du management, mais d'ailleurs l'humain ne l'avait jamais quitté. L'humain ne l'avait jamais quitté, il est toujours là l'humain. D'ailleurs on est là pour ça. Biliana Todorova, elle est à votre droite, Stéphane, docteur en immunologie, spécialiste en neurosciences. Vous intervenez dans les entreprises pour la collaboration, l'engagement, la performance, la joie au travail. Vous êtes fondatrice du cabinet Neuroexcellence. Bienvenue. En comprenant comment fonctionne le cerveau, on peut améliorer les ressources cognitives. Ben voilà. Exactement. Vous nous direz comment on a une heure. On saura tout, vous allez voir. Jean-Gabriel Ganassia, j'ai eu le plaisir d'animer une conférence où il était présent. Il est spécialiste d'intelligence artificielle depuis longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il est vieux, ça veut dire qu'il travaille sur le sujet depuis longtemps. Spécialiste d'informatique, professeur d'informatique à la Faculté des sciences de Sorbonne Université, membre senior de l'Institut universitaire de France. Décidément, vous avez des CV, mesdames, messieurs. Vous êtes membre senior de l'Institut universitaire de France et vous poursuivez vos recherches au laboratoire Lipsis. Et vous avez écrit un ouvrage, l'IA expliquée aux humains, aux éditions du Seuil. L'IA, ça fait partie du choc des savoirs à la compréhension du cerveau aussi. Ça va nous accompagner dans ça fait partie de la compréhension de la cognition. Alors, est-ce que c'est la compréhension du cerveau? C'est une question ouverte depuis longtemps, car on peut essayer de reproduire l'intelligence en s'intéressant à l'homme, à la psychologie humaine, sans regarder dans la boîte, sans ouvrir le cerveau. On peut regarder le cerveau, c'est ce qu'on fait avec les réseaux de neurones formels. Et puis on peut le faire avec d'autres métaphores. Par exemple, s'intéresser à l'évolution, ce qu'on appelle les algorithmes génétiques, qui miment la façon dont une population s'adapte aux conditions environnementales. Puis encore... je vous avais dit qu'on apprendrait des choses ce soir. Bon, je vous rassure, on n'ouvrira pas la boîte ce soir, ce qui n'est pas le lieu. Constance Baudot, vous êtes cofondatrice de l'école Watt et vous avez contribué à l'ouvrage d'ailleurs. Stéphane aussi, si j'ai bonne mémoire. Et vous travaillez avec les enfants neuroatypiques. Alors, évidemment, tout le monde ne sait pas forcément ce que sont des enfants neuroatypiques, mais c'est un bon exemple pour démontrer la puissance des neurosciences quand on adresse ces enfants. Tout à fait. Les mots neuroatypisme ou neurodivergence réfèrent aux personnes dont le développement, l'état cérébral, le comportement est différent de la norme. Et en cela, effectivement, c'est très intéressant de les accompagner, d'essayer de les comprendre. Et alors, si ces termes sont à la mode aujourd'hui, il faut garder en tête qu'ils réfèrent aux personnes qui souffrent avant tout de troubles dits du neurodéveloppement. Une personne sur 6 est concernée. Ah oui, et c'est quand on comprend ce qui se passe dans la boîte, Jean-Gabriel, qu'on peut les soigner, on peut en tout cas les accompagner sur un chemin de formation Exactement. Et d'apprentissage. Exactement. Olivier Delagarde, voilà, les neurosciences éducatives, vous avez dirigé cet ouvrage. Je vous recommande la lecture parce que d'abord, on sort plus intelligent à la fin du livre. Et puis, on parle de tellement de sujets. Alors, d'où vient cette idée, j'allais pas dire saugrenu, d'où vient cette idée d'ouvrage collectif, c'est surtout ça. Ouvrage collectif, c'est sans doute parce que je suis paresseux et surtout parce que ça me passionne et donc je pensais qu'il fallait avoir les meilleurs, enfin on pensait avec Frédéric qu'il fallait avoir les meilleures contributions.
En fait, il y a 3 raisons qui nous ont amenés à lancer ce projet d'ouvrage. La première, c'est qu'en fait, quand on y réfléchit, savoir comment les gens apprennent, comment les gens comprennent, l'humanité s'y intéresse depuis qu'il y a des penseurs, depuis l'Antiquité. Ça a donné lieu à toute une branche de la philosophie qui est la théorie de la connaissance. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'on arrive à une époque où on va pouvoir répondre scientifiquement, c'est-à-dire comme ça a été bien dit, en ouvrant la boîte, en cartographiant, avec l'imagerie, on va pouvoir avoir des réponses scientifiques à des théories, des hypothèses qui étaient purement spéculatives et qui ont 22, 23 siècles. Donc rien que ça, c'est fascinant et je pense que ça mérite de s'y intéresser. La deuxième raison, c'est qu'on avait publié, on a parlé d'IA on va parler d'IA avec vous, un bouquin qui s'appelait l'IA éducative sur le Bien même sûr, format. on avait déjà parlé d'ailleurs. Exactement, sur ce plateau, et qui s'intéressait donc aux applications de l'IA dans l'éducation. Et on a trouvé qu'il y avait un effet miroir amusant. On se dit, au moment où on essaye d'imaginer la machine comme une humanité, comme un cerveau, si on dit le mot d'intelligence, c'est qu'on a envie de penser la machine informatique comme un cerveau, bah qu'en même temps, qu'on commence à se mettre à penser le cerveau comme une machine. Et il y a une espèce de coïncidence dans l'histoire des sciences qui est Vous nous probablement en parlerez, Jean-Gabriel. qui est probablement pas anodine. Et puis la troisième raison, c'est que, comme vous le savez, le Collège de Paris, c'est un réseau d'établissements avec beaucoup d'écoles, d'organismes de formation et puis des partenaires. Et on a pensé que ça nous permettait de collecter plein d'exemples, d'innovations, d'applications pratiques. On a parlé de l'école Walt sur le fonctionnement des neuroatypiques. On a nos partenaires de la DRAF de l'armée de terre qui ont utilisé des neurosciences pour repenser le programme de l'école de Saint-Mexan. Donc voilà, on a voulu quelque chose de pratique parce que des gens qui réfléchissent aux neurosciences et à très bon niveau, il y en a beaucoup. Mais l'idée, c'était voilà, passons à la pratique et passons à la pratique en inventant quelque chose de nouveau qu'on a envie d'appeler la neuropédagogie. En tout cas, vous y allez fort. Les neurosciences, une réponse pour la France, son système éducatif et ses entreprises pour remodeler la formation. On en a besoin, non? Bah oui, non, mais remodeler, vous nous direz comment? Parce qu'évidemment, on a envie de savoir comment, quand on comprend tout ce qui circule et tout ce qui se passe, on parle de zones dans le cerveau, des couleurs qui se mettent, qui font jour, et comment tout cela peut faire sens quand on veut apprendre. Stéphane, alors, on va revenir un peu aux fondamentaux. Quand on parle de neurosciences, on parle de quoi par rapport notamment à l'éducation? Quand on parle enseignement, on peut parler performance de l'enseignement. Et une performance, c'est un potentiel moins des interférences. Ce n'est pas que du potentiel. En potentiel, on peut penser neuroplasticité, on peut penser capacité de mémorisation, circuit de la mémoire, circuit du plaisir. Mais en interférence, on peut penser biais cognitifs, ces fameux raccourcis qui font que si je vous dis ne levez pas la main gauche, vous ne levez pas la main gauche, pas de chance. Mais si je vous dis ne comptez pas 3 plus 2, vous avez tous 5 dans la tête. Parce que c'est comme ça que l'humain fonctionne. Il se trouve que ça peut nous servir ou nous desservir, être un potentiel ou être une interférence. Et dans les situations éducatives, il faut comprendre comment l'autre fonctionne pour pouvoir optimiser son apprentissage et faire en sorte même que les fragilités n'aient pas d'impact. Et ça, c'est une approche CARE. C'est le chapitre que j'ai écrit. Les neurosciences, pour autant, c'est comprendre comment l'autre fonctionne et comment on fonctionne. Bien entendu. Évidemment, Nous comment, sommes tous des humains, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, si on le savait. D'ailleurs, on parle des philosophes, on parle de Socrate à un moment dans l'ouvrage, on parle de Kant, j'ai quelques références. Biljana Todorova, alors, vous avez un cabinet spécialisé, donc vous êtes dans la machine, au cœur de la machine sur ces sujets-là. Dans l'entreprise, comme dans l'éducation, les neurosciences, qu'est-ce qu'elles apportent en fait? Qu'est-ce qu'elles permettent? Alors moi je suis au cœur même des approches qui étudient le cerveau parce que moi-même j'ai soumis mon propre cerveau à plus de 100 études cliniques pour vraiment aller décoder qu'est-ce qui se passe dans cette boîte noire. Ça vous a réussi, hein, franchement, j'ai l'impression. Il fonctionne toujours, même de mieux en mieux. En entreprise, on utilise les neurosciences pour donner un aspect, on amène la science au service des aspects pratiques. Donc le but étant à chaque fois d'avoir des outils qui aident les gens au quotidien à augmenter leur performance. Il faut savoir que le cerveau, c'est l'organe le plus énergivore de notre corps. Il a énormément besoin d'énergie. Dès qu'on manque d'énergie, on a des biais de prise de décision. Ça baisse notre créativité. Les décisions commencent à prendre la plus facile parce qu'on devient un peu paresseux dans notre pensée. Donc donner de l'énergie à notre cerveau, c'est très important. Et savoir comment on crée cette énergie, comment devenir autonome dans cette production d'énergie, c'est très très important. Parce que sinon, on va se retrouver à devoir attendre que les bonnes situations, les réussites arrivent pour qu'on se recharge de l'énergie de l'extérieur. Mais en fait, quand on connaît les mécanismes, on peut apprendre à notre cerveau à fonctionner mieux, à traiter plus d'informations, donc avoir une prise de décision qui est basée sur plus de facteurs, donc décider mieux, mieux se connaître et mieux connaître les autres pour les engager, pour ne pas travailler tout seul, parce que ça serait quand même mieux à travailler à plusieurs. Oui, ensemble on va plus loin.
Seul, on va plus vite. Non, mais est-ce que cette approche autour des neurosciences, elle commence à percoler dans les entreprises, elle commence à percoler dans l'éducation, on est là pour en parler, mais est-ce que vous avez le sentiment justement, parce que ça fait un peu quand même toujours, on se pose des questions sur quelle approche, alors on parle de performance, on parle d'empathie, on parle d'engagement, c'est des termes, je ne vais pas dire galvaudés, mais en tout cas, qu'est-ce que ça apporte et comment les entreprises le perçoivent? Justement, l'entreprise voit de plus en plus de valeur dans les sciences parce que ça donne vraiment une argumentation qui est basée sur des faits scientifiques. On n'est pas juste en train de donner des bons principes qui fonctionnent, mais on comprend pourquoi les choses fonctionnent et comment les améliorer, les optimiser, les faire marcher plus vite et avec moins d'efforts. En entreprise, on va parler de ces qualités que vous venez d'évoquer d'une manière qui nous permet de, par exemple pour l'empathie, c'est un vrai muscle cognitif à l'intérieur de nous. Notre cerveau, il sait... Mais c'est quelque chose d'identifié. C'est quelque chose d'identifié, très étudié. Donc quelqu'un passe à pas, on peut lui dire faut travailler le muscle d'empathie quand même, hein, un peu de... Exactement. Et pour nous tous, c'est important de se rendre compte que des fois, c'est notre cerveau qui l'éteint. Il y a des situations dans lesquelles c'est utile d'éteindre l'empathie, et des fois, on l'oublie éteinte. Et on la laisse. Du coup, ça nous amène à des collaborations qui dysfonctionnent. Donc, se rendre compte de ce qui se passe dans notre cerveau de manière inconsciente, donc on ne le voit pas, ça se produit dans nos têtes, pour qu'on puisse prendre la maîtrise là-dessus et pouvoir décider quand est-ce que j'ai besoin de plus d'empathie et comment je crée cette empathie, cet environnement empathique autour de moi aussi quand on en a besoin. Donc l'empathie, la bienveillance aussi, c'est une question de perception. La joie au travail, j'aime beaucoup. Quand on préparait, on va parler de la joie au travail, c'est aussi un circuit cognitif. C'est une perception, c'est une manière de voir les choses et qui s'apprend. Donc voilà. Bon, on va apprendre avec vous. Jean-Gabriel, une question. Alors, le cerveau, il y a des circuits, hein, c'est ça qu'on est en train de comprendre. Et il y a comment on peut le jouer sur des leviers assez clairs, puisqu'on les voit maintenant, hein, c'est ça, c'est avec l'imagerie médicale. Alors, il y en a qui vont jusqu'à vouloir plugger une puce pour pouvoir amplifier ce cerveau, pour pouvoir exploiter ses capacités. C'est ce que veut faire Elon Musk, hein, c'est ça, comme vous me disiez. Et est-ce que, alors vous êtes, j'allais dire aussi sur ces sujets-là, est-ce que c'est envisageable, c'est pensable, est-ce que c'est imaginable? Alors, d'abord, il faut dire que l'informatique et l'intelligence artificielle ont contribué à une meilleure connaissance du cerveau. Les techniques d'imagerie fonctionnelle cérébrale font appel à de multiples algorithmes pour reconstituer les zones actives du cerveau en même temps que nous sommes en train d'exécuter un certain nombre de tâches cognitives. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs de comprendre que le QI, alors on le savait un tout petit peu avant, hein, mais que cette idée qu'il y a une corrélation entre toutes les aptitudes cognitives est totalement fausse. Hein, c'était une idée du début du XXe siècle, fin du XIXe, hein, où on se disait il y a des enfants plus intelligents, moins intelligents que d'autres, hein, et puis on s'est rendu compte qu'en réalité chacun est différent. Et je crois que c'est essentiel. Alors, pourquoi on le sait? Parce qu'aujourd'hui, avec les techniques d'imagerie fonctionnelle cérébrale, on voit que sur la même tâche, les individus fonctionnent différemment. Et qu'il y en a qui sont meilleurs pour les tâches de verbalisation, d'autres qui sont plus conceptuelles. Et donc il faut comprendre la richesse justement de mon métier d'enseignant, c'est que on a des jeunes gens, en particulier des doctorants, hein, ils sont là pendant 3 ou 4 ans. Et bon, je peux vous dire, mon expérience, j'ai eu plus de 50 doctorants qui ont passé leur thèse sous ma direction. Il n'y en a jamais deux pareils. Donc ça, c'est passionnant. Et je crois la cognition, hein, c'est quelque chose d'extrêmement... la raison pour laquelle j'ai fait de l'intelligence artificielle, c'est parce que je voulais essayer de comprendre ce qu'était l'intelligence. Et aujourd'hui, il y a des liens entre les sciences cognitives et l'intelligence artificielle des deux côtés. C'est d'une part parce que l'intelligence artificielle permet de mieux comprendre ce que sont les fonctions cognitives, hein, par l'imagerie, par tout un tas de techniques. Et puis en sens inverse, parce qu'on essaye de modéliser ce qui se produit dans le cerveau à partir de nos connaissances, à la fois en psychologie, mais aussi en neurosciences, etc. Alors à partir de ça, il y a des grands acteurs du numérique qui nous disent on va accroître nos capacités cognitives avec des dispositifs technologiques. C'est possible, ça? Alors, c'est une question ouverte. En tout cas, ce qu'on sait faire depuis un certain nombre d'années, c'est essayer de prendre les signaux électromagnétiques qui sont induits par l'activité cérébrale et ensuite les corréler avec la volonté, ce qui donne naissance aux interfaces cerveau-ordinateur. Disons-le brièvement, il s'agit de la lecture. Et cette lecture permet de faire de la commande automatique. Bien sûr, l'opération inverse, alors là c'est beaucoup plus inquiétant, ce serait de dire, on va pouvoir
introduire une mémoire à l'intérieur du cerveau. C'est ce que propose de faire Elon Musk, et il a monté une entreprise qui s'appelle Neuralink pour cela. Alors, bien sûr, il n'y a aucun résultat scientifique qui montre que ça marche, hein, et ce qui est étonnant, c'est que Neuralink existe depuis 2017, ça fait 7 ans, tous les 6 mois, Elon Musk nous présente des résultats, mais il présente toujours la même chose, c'est-à-dire la lecture du cerveau, mais jamais l'écriture dans le cerveau. Alors, pourquoi? D'abord parce qu'il a une vision extrêmement simplificatrice qui est fausse. Il dit la mémoire, c'est juste une question de vitesse de connexion, hein, et de bande passante. Or, la mémoire, il faut bien comprendre que ça n'est pas uniquement le stockage d'informations. On sait, les psychologues nous le disent, la mémoire c'est l'encodage, hein, c'est-à-dire le passage de l'information à une représentation. C'est ensuite la consolidation, c'est-à-dire ce travail inconscient qui se produit la nuit avec le rêve, etc. Et puis enfin, c'est l'accès, c'est la Madeleine de Proust, c'est-à-dire tout d'un coup la réminiscence. Alors, tout ça, bien sûr, on ne sait absolument pas le reproduire, mais heureusement, parce que vous imaginez que si c'était le cas, M. Elon Musk, dans sa société, pourrait nous mettre des puces. Alors ce serait formidable, parce que les élèves n'auraient plus... Bill Gates l'a fait, non, c'est ça, selon certaines théories, nous n'aurions plus à passer 20 ans à user nos fonds de culotte sur les bancs des universités. Donc ça, ce serait peut-être bien, encore que, bon, on fait beaucoup de rencontres formidables à l'université, mais en même temps, le risque, bien sûr, c'est que ce monsieur pourrait nous mettre ce qu'il veut dans notre tête, et on a de quoi frémir. Puis alors, on parlait, je ne sais pas avec qui on parlait d'avant l'émission d'Esprit Critique, juste avant de passer la parole, Constance, vous dites dans le bouquin, les chercheurs en neurosciences ne doivent surtout pas s'exclure du débat qui anime aujourd'hui le monde éducatif. Ça veut dire que les progrès faits sur l'imagerie médicale, elles ne doivent pas rester simplement dans le domaine hospitalier, elles doivent basculer dans ce registre. Oui, elles doivent alimenter ça parce que ils ont des informations qui permettent de vérifier des choses. On a par exemple testé, nous, depuis maintenant un peu plus de 10 ans, l'hypnose dans l'apprentissage des langues. C'est-à-dire d'essayer ça marche de ce qu'on a vu pour les premiers niveaux, pour apprendre une langue nouvelle, d'ancrer en fait des formules, etc. Bon, avec les neurosciences, vous pouvez voir ce que fait le cerveau de quelqu'un sous hypnose. Et donc, vous pouvez voir si ce truc est plus ou moins bidon, ou au contraire, ça correspond à quelque chose de sérieux. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut vérifier des choses. Ouais. En pédagogie, on a beaucoup d'hypothèses qu'on teste après des années de classe, de recherche, en sciences de l'éducation. Mais là, tout d'un coup, on a quelque chose qui permet de dire, on ouvre la boîte, on regarde dans le cerveau, on voit comment ça fonctionne, et donc ça permet de vérifier que des hypothèses, des intuitions sont bonnes, sont à corriger. L'exemple de l'intelligence est excellent, par exemple. Et donc ça peut mettre les sciences de l'éducation dans la bonne voie. On verra tout à l'heure une question que je vous poserai si on en fait assez, hein, justement pour faire la connexion entre ce monde scientifique, très scientifique, voire médical, et le monde de la pédagogie dans les établissements que vous présidez ou dans toutes les universités. Alors Constance, évidemment, on va adresser un chantier un peu particulier, mais en même temps qui est très symptomatique de l'apport, hein, que peuvent avoir les neurosciences, et comment enseigner mieux à ces enfants atypiques qui ont besoin d'une différenciation en réalité. C'est ça l'objet de votre approche. Vous venez de souligner le paradoxe de la pédagogie adaptée aux enfants atypiques, c'est qu'il est très difficile de faire des généralités pour des enfants qui ont des besoins spécifiques. Donc vous disiez, nous sommes tous différents, et alors quand on parle d'enfants neuroatypiques, ils sont vraiment tous très 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 différents. Néanmoins, si on devait en retenir quelques principes, c'est celui, tout d'abord, de s'appuyer sur la connaissance que nous avons du fonctionnement d'un cerveau, et le fonctionnement du cerveau aussi pour les personnes dites typiques, et ensuite des fonctions dites déficitaires chez ces personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement, pour identifier le chaînon manquant dans le mécanisme d'apprentissage et essayer de le contourner pour que ces enfants puissent accéder à des apprentissages. On peut le voir, on peut le lire sur l'imagerie médicale. Alors, pas lié à de l'imagerie médicale, mais ça va être tout le travail de professionnels, de neuropsychologues et de pédopsychiatres en particulier, de poser un diagnostic et d'identifier le chaînon manquant dans les mécanismes d'apprentissage. Et autrement dit, c'est considérer qu'on ne va pas apprendre à lire, écrire, parler, compter à un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme de la même manière qu'à un enfant qui a un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou à un enfant qui a des troubles... En fait, vous nous dites ce qui est intéressant, c'est que l'apport des neurosciences peut permettre de contourner certaines difficultés que la pédagogie un peu classique percute systématiquement. Exactement.
bon. On est aujourd'hui très doté, c'est la magie de l'époque. L'intelligence artificielle va apporter beaucoup de choses dans le domaine. On peut, ce qu'on appelle compenser, c'est-à-dire contourner la difficulté pour que l'enfant puisse accéder à certains apprentissages. Jean-Gabriel, vous avez l'air d'acquiescer tout ce qui est dit. Évidemment, c'est un apport essentiel. Alors, moi, ça me passionne. Il faut dire qu'à une époque de ma carrière, j'ai financé, pour le compte du CNRS, du SEA et de l'INRIA, les sciences cognitives. Et j'organisais des groupes de travail avec des scientifiques et ensuite nous lancions des appels d'offres. Et l'un des groupes de travail proposait d'étudier les approches cognitives des pathologies psychiques. Parce qu'effectivement, on peut trouver des corrélats dans les mécanismes cognitifs, l'attention, la mémoire, etc., des pathologies. Et puis ensuite, bien sûr, avec l'imagerie cérébrale, on peut essayer de voir s'il y a des circuits de suppléance pour certains désordres, etc. C'est vraiment, moi je trouve que du point de vue scientifique, c'est infini en plus, c'est vrai. Olivier, pardonnez-moi cette question. Mais est-ce que ça veut dire que vos étudiants dans la salle, il faudrait qu'ils aient un casque pour voir, vous avez un circuit qui ne circule pas, ou l'observation suffit quand même, et s'appuyer sur les neurosciences juste pour avoir des constats, ou en tout cas des présupposés? À ce stade, si vous voulez, nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder ce sur quoi travaillent les neuroscientifiques, capter les bonnes idées et se dire, tiens, ça a une application dans la salle de classe ou dans un environnement de formation. Ça nous intéresse aussi de dire des trucs qu'on essaye, j'ai pris l'exemple de l'hypnose, mais ça pourrait être vrai avec beaucoup de méthodes de management, des trucs qu'on essaye depuis des années. On va vérifier si ça a une validité scientifique, mais l'étape d'après, c'est que si des gens qui font des tests là-dessus ont envie de mettre un pied dans nos écoles, évidemment avec des élèves consentants, et de venir tester, ils sont les bienvenus parce que, comme tout, plus vous décloisonnez, plus vous ouvrez aux scientifiques des terrains d'application et des terrains d'études de cas, mieux tout le monde avance. Allez, on s'enfonce un peu plus dans la machine, si vous êtes d'accord, Stéphane et Biliana. Quels sont les progrès qu'on a pu identifier grâce aux neurosciences ? Si tu me permets, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit et sur une expérience qui a été démontrée maintenant en imagerie. C'était l'expérience de Luft et Palmer. Je fais rapidement. Il met dans 2 salles différentes des gens à qui il montre une photo d'un accident. La première salle, il dit, est-ce que vous pouvez me décrire l'accident? La deuxième, est-ce que vous pouvez me décrire la violence de l'accident? La différence, c'est le mot violence uniquement. Il fait remplir des papiers, il s'en fout complètement. Au bout de 15 jours, il rappelle chaque personne, une par une, sans remontrer la photo. Et tous ceux qui étaient dans la salle, évidemment, expérience faite 10 fois d'affilée pour que scientifiquement, il y ait un retour. Tous ceux à qui il n'a pas dit violence ne se rappellent plus. Tous ceux à qui il a dit violence se rappellent de morceaux de verre par terre. Or, sur la photo, il n'y avait aucun morceau de verre. C'est comme ça qu'on a démontré que lorsque, en IRM, par exemple, on dit ne pensez pas à un ballon rose, vous avez tous pensé à un ballon rose, et puis vous l'avez détruit après, et ben ça allume ballon rose pour ne pas derrière. Et c'est comme ça qu'on a démontré qu'à force de dire aux filles qu'elles n'étaient pas bonnes en sciences et bonnes en maths, on les a convaincus de ne pas faire ces études. On a créé des plafonds de verre. Voilà comment on peut démontrer par l'imagerie ce qui avait été démontré expérimentalement, comportementalement. Vous êtes en train de régler le problème du manque d'ingénieurs en France parce qu'il manque de femmes ingénieurs. Voilà une solution concrète. Il faudra savoir comment faire maintenant. Commencez par ne pas dire à quelqu'un, par exemple, je ne vous traite pas de menteur ou je ne dis pas que vous êtes un menteur parce que vous avez affiché le mot menteur. Je ne dis pas que tu es crétin, mais c'est trop tard, vous l'avez dit. Ah oui. Il ne faut pas parler par la négative sur des choses qui risquent de s'imprimer quand même. Ça, c'est une bonne attitude et un changement de comportement de l'enseignant. C'est carrément des tutos que nous fait Stéphane, c'est génial, parce qu'on apprend plein de tips, on rentrera chez soi, on pourra tester. Moi, je l'ai dit déjà. Biliana, même question, quels sont les progrès que vous avez identifiés dans l'entreprise? Parce que vous sillonnez pas mal d'entreprises. Oui, j'interviens aussi des fois dans les écoles, et moi j'utilise une des découvertes scientifiques qui a été faite chez l'adulte, mais je pense que chez l'enfant, peut-être que le pourcentage sera même un petit peu plus élevé. On a constaté que notre cerveau n'est pas tout le temps en train de suivre ce qu'on est en train de faire. 47% du temps, notre cerveau vagabonde. Donc, il est soit dans des souvenirs du passé, soit il se projette dans le futur. Donc, 47% du temps, un adulte, en moyenne, il est distrait. Donc, moi, quand j'enseigne dans une classe, j'arrive et je leur dis, déjà, ne vous inquiétez pas, votre cerveau, 47% du temps, il va se balader, il ne sera pas là avec nous. Donc, moi, pour revenir sur quel type d'études on peut faire et voir si notre enseignement fonctionne, j'ai eu des retours à la fin d'une journée de travail comme ça avec des étudiants, des retours des gens qui me disent « Madame, on est sorti des statistiques. Vous nous avez captivés, donc on n'était pas dans les 47%. » Est-ce que vous pensez qu'on a capté plus de 50% d'audience? J'espère. Et donc il y a des méthodes, et il faut les connaître. Moi je regrette, et d'ailleurs c'était ça ma passion pour les neurosciences, je regrette que dans mon enfance, je n'ai pas eu les bonnes méthodes.
Donc c'était très difficile d'apprendre et plusieurs fois je doutais de mes capacités cérébrales. J'arrivais quand même à passer les examens, mais avec beaucoup de frustration, beaucoup de stress, beaucoup de peur, et je pensais que c'était mon cerveau qui était cassé. Ouais. Même en ayant le doctorat, je doutais quand même qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans mes schémas cérébraux. Jusqu'à ce que je découvre qu'il y a des méthodes et qu'en fait, il y a juste une bonne hygiène cérébrale à suivre pour qu'on puisse apprendre à aider notre cerveau à nous aider. Aujourd'hui, voilà, c'est le centre de Maître Vo, il est là-dedans. Que ce soit pour des étudiants ou pour les entreprises, on est sur les mêmes questions. Vous êtes sur ces mêmes fondamentaux avec les enfants neuroatypiques? On est, oui, sur des fondamentaux qui peuvent être proches. Ce que vous expliquiez, ça peut rejoindre un petit peu le travail qu'on va faire en classe avec certains élèves sur la métacognition. La façon de la vulgariser, c'est apprendre à apprendre. Mais donc c'est un travail, je ne veux pas rentrer dans des choses trop techniques, mais on peut avoir des enfants qui vont être empêchés sur les fonctions dites exécutives, donc capacité d'inhibition, attention, mémoire de travail par exemple. Et ce qu'on découvre, c'est qu'il y a des méthodes pour entraîner ces fonctions. Tout à fait. Quelques mots, parce que Oui. c'est intéressant. J'ai l'impression que vous avez une baguette magique, en tout cas, où Non, c'est... on n'a pas de baguette magique parce que tous les enfants sont vraiment différents. La mémoire de travail, par exemple, c'est quelque chose qui peut être empêché. Alors, si je prends cet exemple, on peut détourner le fait que l'enfant est empêché s'il doit faire du calcul mental. On prend l'exemple du 3+2 tout à l'heure. C'est pour certains des enfants dans nos écoles, pardon, j'ai pas spécifié, nous sommes des écoles primaires et collège et on s'adresse à des enfants qui ont entre 6 et 16 ans. Ce calcul mental peut être quelque chose d'assez compliqué pour un enfant, par exemple, qui a un trouble de l'attention, parce que le temps qu'il intègre l'information 3+2, il est arrivé au 2, il a oublié le 3, il a oublié la première donnée. Donc ça, par exemple, c'est facile de le détourner et de l'exercer quand même au calcul mental en lui permettant, au fur et à mesure qu'il apprend, qu'il doit faire ce calcul mental, en lui donnant cette carte 3, il a le droit de la poser devant lui. Il est arrivé au 2, il a le droit de refaire des allers-retours et de reprendre plusieurs fois ceci. Et par ces mécanismes, on va entraîner de la même manière la mémoire de travail, puisque ça va être un outil de méthodologie pour lui et quelque chose sur lequel il pourra s'appuyer plus tard. Jean-Gabriel, alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Olivier, l'IA devient humaine, on va caricaturer, et l'homme se rapproche de l'IA. Est-ce que c'est ça le sens de l'histoire? Est-ce que c'est finalement... oui, il y a une espèce de casse, de croissance comme ça. L'effet miroir comme ça. Enfin, l'IA devient humaine. Lorsqu'on fait de l'intelligence artificielle, on essaye de modéliser les différentes facultés cognitives, et entre autres les facultés cognitives humaines. On ne se limite pas à l'homme, hein, on a essayé de limiter les animaux aussi, enfin tout ce qu'il y a dans la nature qui manifeste un comportement intelligent. Et donc pour ça, comme on l'a dit tout à l'heure, on a exploré ce qui se produisait un peu partout, et en particulier les hommes, hein, parce que bon, ils nous semblent quand même de bons exemples d'intelligence, mais j'insiste sur le fait, pas uniquement. Et alors, d'un autre côté, bien sûr, on fabrique des machines qui, elles, sont de plus en plus performantes. Hein. On a même essayé de fabriquer un cerveau humain. Hein. C'était le Human Brain Project, hein, qui avait pour but de modéliser un cerveau. Alors, ça a marché? Non, ça n'a pas marché, mais justement, on peut se demander... D'abord, est-ce qu'on peut y arriver? Techniquement, c'est difficile parce qu'il y a quand même s'il y a énormément, on a des ordinateurs extrêmement puissants avec énormément de connexions, on est quand même loin de la complexité du cerveau. Hein. On a 80 milliards de cellules, de neurones, sans compter les cellules gliales dont on ne sait pas très bien la fonction. Puis chacune est connectée avec 1000 à 10 000 autres cellules. Hein. Donc c'est un édifice d'une immense complexité. Mais surtout, la question épistémologique que l'on peut se poser, c'est à quoi ça servirait d'avoir un double de nous-mêmes, parce qu'il y a plein de cerveaux ici, hein, mais ça ne m'apprend pas plus sur le cerveau, hein, parce que justement, un modèle, c'est toujours une simplification de la réalité. Et l'intelligence artificielle, justement, utilise des modèles, les neurosciences utilisent des modèles pour mieux comprendre cet objet d'étude qu'est le cerveau. Et parmi ces modèles, il y en a beaucoup, bien sûr, qui font appel à de l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, ce rapprochement est tout à fait naturel. Hein. Il y a toujours une dualité entre... En tout cas, vous êtes positif sur ce sujet-là. C'est pas, faut pas avoir peur. Enfin, c'est plutôt le sens de ma question, d'ailleurs. Non, il ne faut pas avoir peur, parce qu'il y a toujours
Alors vous me disiez, ça fait longtemps qu'on parle d'intelligence artificielle, alors pour les vieux routiers comme moi. Non, mais... La crainte, c'est que tout d'un coup, la machine s'anime d'un esprit. On se dit, ah bah ouais, si on modélise ça, tout d'un coup, on va avoir... Et les hallucinations, c'est quand même, ça existe. Alors justement, les hallucinations, c'est un terme qui est extrêmement mal choisi. Parce que, en tout cas, ma c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est peut-être pas le cas des plus jeunes. Hein, les hallucinations, c'était les perceptions, c'était les éléphants rouges. Hein, quand on prenait du LSD, c'était ça. Je sais pas. Stéphane, vous avez... Non, Et à votre époque, voilà, c'est ça. À notre époque, en tout cas, c'était... Et justement, ça veut dire que c'est une perception différente de la réalité. Et ces machines ne perçoivent rien du tout. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Ce sont des séquences d'opérations logiques. Il y a la conscience du programmeur qui va essayer de fabriquer cette machine, la conscience de celui qui observe la machine et qui lui attribue des intentions, mais la machine, elle, il n'y a rien contre. C'est important, je crois que c'est essentiel d'insister sur ce point. Olivier, comment on accélère? Parce que j'entends beaucoup de choses qui disent que finalement il y a un chemin à creuser dans l'entreprise. On a vu que c'est peut-être plus simple parce que les circuits de décision sont l'éducation nationale, parfois c'est un peu plus complexe, mais en tout cas dans l'entreprise, comment accélérer? Parce que vous vous appelez à ce que les chercheurs soient plus investis sur le champ de la pédagogie, c'est presque contre-intuitif aux jeunes. Là, on touche à ce qui est à la fois la grande force, mais aussi la grande faiblesse du système éducatif et de l'éducation nationale française. Je prends un exemple hors des neurosciences. Il y a une pédagogue qui est très connue, qui est Maria Montessori. Et aujourd'hui, on voit fleurir plein d'écoles privées qui disent regardez, on va faire quelque chose de différent de l'éducation nationale, on va faire des choses avec la méthode Montessori. Or, si vous ouvrez des consignes, des livres d'études du ministère de l'Éducation des années 50 ou 60, Maria Montessori est citée à chaque page. Donc, on ne peut pas dire que l'éducation nationale française ne se soit pas emparée des méthodes Montessori. Elle a fait ça il y a des années. Pourquoi après, c'est des choses qui ont du mal à se décliner? Parce que la force du modèle éducatif français, c'est l'éducation pour tous et la même éducation pour tous. On va enseigner à peu près pareil dans toutes les sous-préfectures où vous alliez à l'école, où vous alliez même à la fac, pour l'enseignement du droit par exemple. Vous allez trouver des choses qui sont extrêmement normées. Et ça, c'est très puissant. C'est ça qui permet de faire avancer toute une série de générations. Mais ça a un revers. C'est le test, l'innovation, la différence, la capacité à tester des choses différentes. Et ça, on le voit très bien pour les neurosciences. On ne peut pas dire... Le ministère de l'Éducation nationale, ses instances de recherche, de réflexion, se passionnent pour les neurosciences, sont en connexion, je pense, avec les meilleurs spécialistes dessus, et il n'y a pas de reproche à leur faire de ce point de vue-là. Mais à partir du moment où on dit, on a trouvé, tiens, ça donne des idées d'innovation, de choses qu'on pourrait faire différentes, on va faire que ça, si on veut que ça s'applique partout, eh ben ça va devenir plus compliqué. Et puis il y a un autre problème qui est aussi un problème de moyens financiers, ou en tout cas une manière d'allouer les moyens financiers, c'est qu'on l'a bien vu avec ce qui avait été expliqué sur les neuroatypistes, on a bien vu avec les expériences qui nous ont été retracées des écoles et de l'entreprise, c'est que tout ça, ça va vers une approche individualisée de la formation. C'est l'idée qu'on va avoir un parcours de formation différent qui sera différent pour chaque individu. Et derrière, il y a une idée qui est passionnante, c'est que Constance nous dit il y a un enfant sur un humain sur 6 qui est neuroatypique, mais si on pousse un peu le raisonnement, il y a autant de neuroatypiques qu'il y a de gens dans cette salle. On a tous un cerveau qui fonctionne de manière, enfin en tout cas qui a des manières de fonctionner, d'apprendre, de réfléchir différentes. Et donc le Graal de l'éducation, c'est de se dire j'enseigne de manière différente à chaque personne. Mais ça évidemment, ça demande des moyens. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes dont on a besoin dans une école Walt pour mettre autour des enfants en termes de ressources humaines. Et donc voilà, tout l'enjeu, c'est si on veut appliquer les neurosciences dans l'éducation, c'est comment on individualise des parcours tout en faisant quelque chose qui va pouvoir se déployer auprès du plus grand nombre. Oui, Stéphane, j'allais vous poser une question. J'allais rebondir sur ce que disait Olivier. Posez-moi une question. Et les neurosciences nous expliquent qu'être égal n'est pas équitable, parce que chaque cerveau n'est pas le même. Et en réalité, ça nous rappelle la bienveillance, le care dans l'enseignement, c'est d'aller chercher à essayer de trouver pour le plus grand nombre des bonnes techniques, ce que tu disais sur la curiosité, sur l'intérêt, sur la mémorisation. On va utiliser le circuit de Papez, le fameux, et on va faire en sorte que pour le plus grand nombre, ça fonctionne pour pouvoir se concentrer sur ceux chez qui ça ne fonctionne pas du premier coup. Et on apprend que c'est pas parce que ça marche pour 9 que le 10e est un idiot, même si je lui dis tu n'es pas un idiot, mais je vais m'en occuper trop tard, je viens de le dire. Et en réalité, c'est ça que nous apprennent les neurosciences, c'est qu'il ne faut pas être égal, il faut être équitable et que les besoins ne sont pas les mêmes pour tous. Stéphane Emiliana, mais Stéphane, juste ma question, c'est en réalité, ça remet en cause
la posture éducative et ça remet surtout l'élève au centre du process ou le professionnel d'ailleurs. C'est ça le jeu. Ça remet l'humain au centre de ce que l'on est en train de faire, que ce soit en management, que ce soit en enseignement. On parle bien d'humain. Ouais. C'est compliqué hein, quand même de personnaliser parce que, alors avec l'IA, on dit toujours on peut personnaliser, on a des méthodes pour mapper un peu sa classe et tout ça, mais c'est pas si simple. Pardon, je passe la parole à Biliena, après vous commenterez. L'employé, le collaborateur au centre du process. Parce que, moi, je dirais, parce que je cherche vraiment les outils qui peuvent s'appliquer à la plupart du groupe. Et effectivement, il y a des schémas de notre cerveau. Alors moi, je parle souvent du fait qu'on a hérité des schémas de survivants. Nos cerveaux sont très bons à survivre, mais là, on est en train d'apprendre à bien vivre. Et les schémas que nous, on a besoin de développer, c'est justement les schémas qui nous permettent d'augmenter la qualité de nos vies, que ce soit au travail, à l'école ou dans nos vies personnelles. Il y a des vrais outils qui nous permettent de sortir, parce qu'on a, si vous voulez, quand on arrive, nos cerveaux, c'est une page blanche qui va copier-coller ce qu'il voit autour de nous. Donc souvent, nos parents, nos formateurs, les gens qui sont autour de nous. Et comme eux aussi, ils ont hérité les mêmes schémas, on se transmet les schémas de génération en génération. On n'arrive pas à sortir de ce parcours du survivant. Aujourd'hui, moi, je cherche à identifier justement quels sont ces éléments-là qui permettent d'augmenter notre énergie, la qualité de notre vie. Je peux vous donner un exemple simple que j'utilise beaucoup en entreprise et qui explique pourquoi les entrepreneurs utilisent beaucoup cette approche, mais on ne l'utilise pas à l'école, on ne la fait pas pour soi-même et souvent on est de manière très passive sur ce schéma. C'est l'histoire de Henry Mollison qui nous a révélé que notre cerveau... alors, Henry Mollison, j'explique un petit peu parce que sinon on ne comprendra pas, c'est quelqu'un qui était épileptique à la naissance et à l'âge de 27 ans, les crises étaient handicapantes. Donc, à l'âge de 27 ans, il subit une opération chirurgicale et on enlève son hippocampe. Après l'intervention, plus de soucis de convulsions épileptiques, sauf qu'il ne peut plus former des souvenirs, parce que l'hippocampe est une structure qui forme les souvenirs. Et on se rend compte d'une deuxième chose, c'est qu'Henry, quand on lui demande « qu'est-ce que tu vas faire demain ?», il dit « je vais faire ce qui me paraît bénéfique ». Il n'est plus capable de se projeter dans le futur. Donc, à partir de là, les recherches scientifiques ont commencé à connecter tous ces points-là et nous révèlent aujourd'hui que notre cerveau utilise le passé pour se projeter dans le futur. Donc si nous, on ne crée pas une nouvelle référence, notre cerveau fait du copie-colle, copie-colle, copie-colle. C'est comme ça que j'ai réussi pendant 30 ans de ma vie d'être extrêmement timide. Parce que pour mon cerveau, c'est ce qu'il connaissait, donc il savait le copier-coller dans le futur. Donc très très important. 30 ans de vie, mais vous avez quel âge? ça me flatte, merci. Donc, si on ne crée pas une nouvelle référence du futur, donc ce qu'on appelle en entrepreneuriat la vision, et ce qu'on fait très peu quand notre projet de vie nous-mêmes, on le fait très peu pour soi, de prendre ce temps-là, de créer nos propres visions de nos vies, que ce soit la vie perso, que ce soit la vie professionnelle. Si on ne crée pas cette nouvelle référence, notre cerveau se réfère majoritairement sur le passé. Et donc, on rentre dans un schéma qui ne nous permet pas de sortir. C'est là où on va commencer à parler d'un plafond de verre. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'arrive pas à sortir des schémas classiques. Donc voilà, c'est un exemple qu'on peut répandre sur tout le monde. Nous tous, nos cerveaux, ils ont besoin d'une vision. Et encore mieux, vision émotionnelle. Ça, je l'ai découvert dans une étude de neurofeedback où c'était moi qui étais la cobaye. J'ai fait le meilleur résultat sur les 60 participants dans les stratégies mentales parce que j'ai enclenché une vision émotionnelle qui permettait... Alors, le neurofeedback, on fait bouger un curseur sans toucher la souris, juste avec la puissance de notre pensée. Donc, la puissance de nos stratégies mentales. On peut alors remonter les datas alors du cerveau, c'est ça? C'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure. La technologie vient à notre aide pour qu'on puisse comprendre comment on peut enclencher une force de la pensée qui est encore plus forte. Donc voilà, vision émotionnelle, ça c'est un simple outil qu'on peut tous utiliser pour soi, qui est universel et qui aidera tout le monde à diriger son propre cerveau vers la réussite qui lui correspond. Constance, ça vous parle tout ça, non? Oui, tout à fait. Et c'est pour les enfants neuroatypiques, c'est ce qui est très compliqué, c'est qu'ils vont grandir effectivement dans des familles dans lesquelles il va y avoir certains schémas qui sont appliqués, et eux vont être parfois impuissants. Oui. Le problème va être différent, mais vont être impuissants à les reproduire. Donc, effectivement, nous, ce qu'on va essayer de faire dans les écoles Walt, à notre échelle, très humble, c'est d'essayer de leur apprendre avec les différents professionnels
comment leur propre cerveau fonctionne, quelles sont évidemment leurs fonctions un petit peu déficitaires, mais quels sont aussi leurs points de force identifiés. Et puis là, il y a toute une dimension culturelle, en français en particulier, où on a du mal à s'appuyer sur nos points de force. Et donc, c'est un enseignement qui peut être aussi prodigué, donné aux enfants atypiques. Pardon, Gabriel, je reviens sur cette question qui me taraude. C'est finalement la lecture en fait, du cerveau qui peut être finalement un appui pour, alors sans toucher visiblement la souris, ce qui est quand même remarquable. Ça veut dire que ça peut être un appui pour l'apprentissage, pour l'acquisition de compétences, pour... Je crois que tout cela sont des technologies qui demandent ensuite de s'insérer dans des projets pédagogiques. Hein, à quoi ça sert et il y a des applications vertueuses, comme celles dont on a parlé tout à l'heure, qui permettent de mieux comprendre la spécificité de chacun. Et puis, il y a des applications qui le sont beaucoup moins. Hein. Vous savez qu'aux États-Unis, on essaye de mettre de l'électroencéphalographie sur des bandeaux avec un petit voyant qui permet de dire si l'élève est bien concentré ou pas. Et ça a été utilisé aussi en Chine, puis ensuite ils ont dit mais ça donne une image tellement négative de la technologie qu'on ne peut pas garder ça, sinon les enfants vont détester toutes ces technologies. Bien sûr, on est content quand même de pas être ces enfants-là, vous imaginez. Dès que vous êtes un peu distrait à l'école, dans ces... tout d'un coup, il y a un voyant rouge qui s'allume. Non, mais ça vous donne quand même une idée de ce que l'on peut faire, à la fois de bien, mais aussi de catastrophique avec ces outils. Alors Olivier, pardon Stéphane, allez-y. Juste, je rebondis, quand l'élève n'est pas captivé, est-ce que c'est pas l'enseignant qui n'est pas captivant ? Peut-être que le curseur n'est pas au bon endroit. C'est peut-être ce que l'on apprend en neurosciences. Oui. J'ai dit Stéphane, c'est Olivier. Oui, Stéphane, Olivier. Eh bien, du coup, je suis perdu. Oui, alors, quand on lit l'ouvrage, je le rappelle d'ailleurs, on voit que dans un monde incertain où on ne sait pas vraiment où on va, où il y a vraiment beaucoup d'aléas, des crises à répétition, ces neurosciences nous apportent beaucoup sur la connaissance de soi et les soft skills, c'est-à-dire les données comportementales et des qualités comportementales. C'est aussi un apport essentiel qu'il faut pointer. C'est pas simplement acquérir, devenir ingénieur forcément, mais c'est aussi savoir s'insérer dans un groupe et dans une société. Oui, au moment même où c'est ça qui va devenir le plus utile. Parce que, en fait, derrière les neurosciences, il y a un article d'un de nos confrères tunisiens qui a contribué à l'ouvrage, qui s'appelle Kaïs Mabrouk, qui fait une comparaison qui est intéressante. Le fantasme, en fait, c'est le fantasme de Matrix, ce qui va un peu avec la puce d'Elon Musk. Je n'osais pas en parler, mais quand vous vous souvenez, dans Matrix, il y a des gars qui téléchargent des compétences. D'un coup, ils savent se servir une arme, parler une langue étrangère. Faire du taekwondo ou du karaté, là. Et donc, en fait, le fantasme des neurosciences de l'éducation, c'est l'idée de dire, on prend une discipline quelconque et puis on va pouvoir se télécharger ça dans le cerveau, donne-le dé, un truc, puis après on sait le faire. En fait, ça a de moins en moins d'intérêt puisque ces compétences techniques, on va pouvoir aller les chercher, les utiliser sur plein de machines. Je prends l'exemple des langues étrangères. Vous voyez tous avancer à une vitesse incroyable. Ça va quasiment aussi vite que la science-fiction. La traduction simultanée. Quand on était en Chine à une conférence là, il y a 10 jours, on parlait et alors il y avait le truc qui se traduisait à côté. Alors ça restait encore un peu baroque. Ça faisait plutôt rire la salle pour le coup. Ça recaptait l'ascension. Enfin, on voyait qu'il y avait quelque chose qui se faisait. En revanche, dans ce contexte-là, tout ce qui va être justement des compétences comportementales, sociales, ça c'est des choses, des interactions humaines que rien ne pourra remplacer, ni l'IA, ni quoi que ce soit. Et donc, plus l'IA va avancer, plus les compétences comportementales elles vont être survalorisées. Un exemple très simple, on l'a vu, c'est la réforme du concours de Sciences Po dont on vient de parler, mais il y a plein de modalités d'examen qui changent comme ça. Vous aviez une pondération entre l'écrit et l'oral dans les mémoires, les thèses, les concours, etc., qui était, je fais schématique, mais plus ou moins de 80-20 pendant longtemps. Ce qui valait, c'est la production écrite, puis après, c'était pas mal de pouvoir le défendre. Ça va évidemment s'inverser. C'est-à-dire que ce qui va être intéressant, c'est la capacité qu'on va avoir à présenter, expliquer, faire comprendre ce qu'on a. Et ça va prendre le pas sur des contenus qui vont pouvoir être produits plus ou moins automatiquement. Donc, on a plus que jamais besoin de soft skills. Et les neurosciences, effectivement, ça a été très bien dit, elles vont aller chercher directement ça sur les compétences comportementales. Et ça a été bien dit aussi pour le meilleur et pour le pire.
On va parler du meilleur, là. Constance. Oui, je vais rebondir sur deux choses que vient de dire Olivier, du point de vue des enfants dits neuroatypiques. Le premier, celui des soft skills. Quand on parle d'enfants neuroatypiques, on a tendance souvent à parler de fonctions dites déficitaires. Et il y a aujourd'hui tout un travail de recherche, en particulier qui est mené aux États-Unis au sein de l'université de Stanford, qui essaye qui montre que attaché à certains troubles, par exemple l'autisme, sont attachées certaines capacités, voire surcapacités. Oui. Donc si on prend l'autisme, on va avoir comme surcapacité éventuelle et donc avantage comparatif pour une entreprise qui l'intègre, l'hyper-expertise dans un sujet lié aux intérêts restreints de la personne. Mais du coup, je rebondis sur le deuxième point, qui est celui de l'évaluation. Alors si on prend l'exemple de l'autisme, c'est formidable de se dire on va tester, on va pouvoir, on veut intégrer cette personne et voilà, mais encore faut-il mettre en œuvre un système d'évaluation à l'entretien au moment de l'examen qui va lui correspondre. Et là, l'inversion orale-écrit va être complètement délétère pour cette personne dite autiste. À l'inverse, une personne dyslexique sera beaucoup plus à l'aise à l'oral. Donc, c'est s'adapter au niveau de la pédagogie, mais c'est s'adapter, mon point, c'était au niveau de l'évaluation des différents individus. On évalue tout le monde un peu sur la même ligne de départ. Soft skill, ça vous parle beaucoup, hein, vous êtes... c'est pas un effet de mode. Ça ne l'a jamais été, mais aujourd'hui on le dit. Je te laisse la parole. Il y a même des études de Harvard qui démontrent que 85% de la réussite scolaire et professionnelle est due à des soft skills. Donc aujourd'hui, on se rend compte que techniquement, il ne faut pas oublier la technique, ça, on est d'accord, la connaissance, elle sera toujours utile, mais on commence à passer de plus en plus du côté j'ai beau être très, très intelligent, très logique, mais si j'arrive pas à interagir avec l'équipe, si j'arrive pas à les embarquer, si j'arrive pas à bien communiquer sur le projet, ma réussite va s'arrêter à ma tête. Ça va rester à l'intérieur de mes idées. Aujourd'hui, en entreprise, on le voit tous les deux. Si on parlait tout à l'heure de bien-être à l'école, mais en entreprise, Carlos Mora et je ne sais plus qui, Kim Cameron, ont publié une étude qui montre que les gens sont 2 fois moins absents, 6 fois moins malades, beaucoup plus créatifs quand ils ont le bien-être à travailler. Ça veut juste dire que quand on a face à un turnover, quand on a des échecs scolaires, quand on a des étudiants qui ne s'intéressent plus à ce qu'on fait, peut-être que juste, disait Blaise Pascal, tous les humains cherchent le bonheur et toutes les actions des humains sont pour ça. On ne leur donne pas le plaisir qu'ils attendent. Et Liliana Feldman, qui est co-autrice et qui est dans cette salle, nous a démontré que le circuit du plaisir entre dans l'apprentissage, mais pas que. Mais il entre dans l'apprentissage et la sérotonine, et vous parliez de la Madeleine de Proust tout à l'heure, quand on a eu du bonheur et qu'on a senti quelque chose, Maya Angelou disait, les gens oublieront ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et quand vous voulez mémoriser quelque chose, faites ressentir, donnez-leur du plaisir, et là ils vont vous écouter et ils vont retenir. Et si vous racontez en plus une histoire, alors là ils vont être captivés. Jean-Gabriel, l'IA ne peut pas faire ça. Qui sait? Elle raconte beaucoup d'histoires et elles nous font rire quand même. Avec les agents conversationnels, il y a des choses incroyables qui sont racontées. Mais bon, c'est... Mais l'esprit critique, l'impertinence, c'est ça aussi les soft skills. Ouais, mais elles disent plein de bêtises quand même. Mais elles font pas exprès en revanche. Je suis pas sûr qu'elles aient le sens de l'humour, mais elles peuvent nous faire rire. Elles peuvent nous faire rire. On essaiera. Une question que je souhaitais aborder avec vous dans cet excellent ouvrage, je l'ai peut-être déjà trop montré. Les neurosciences sont également utiles contre la désinformation. Alors, il y a plein de sujets qui sont abordés. J'ai voulu pointer ce sujet, pardonnez-moi Olivier, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Infobésité dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Alors, c'est là où on rentre dans l'histoire de ce qu'on se disait sur le meilleur et le pire, en fait. C'est parce qu'on peut très bien utiliser les neurosciences, au contraire, pour faire de la désinformation. Il y a des épisodes de Black Mirror là-dessus qui sont très illustratifs. On voit bien aujourd'hui que dans les théories du complot, les réseaux sociaux jouent sur des réflexes des fonctionnements du cerveau pour pousser des contenus ou violents ou des contenus qui effraient ou des contenus qui scandalisent parce que l'attention se capte plus là-dessus que sur des choses positives. Donc, on peut avoir un mauvais usage des neurosciences et malheureusement, le mélange réseaux sociaux complotisme en est une bonne illustration. Mais ça veut dire aussi que ce qui est utilisé en mal peut l'être en bien. C'est-à-dire que si on sait
comment fonctionne le cerveau. On sait d'abord éviter ces biais, on sait repérer en gros les ficelles de ceux qui veulent raconter n'importe quoi. Donc ça permet aussi de décoder ces techniques-là. Et puis je crois que dans l'éducation, ça permet aussi de se dire comment on veut enseigner des choses à nos enfants pour qu'ils sachent justement discerner le vrai du faux, pour qu'ils sachent se doter d'un esprit critique, pour qu'ils sachent regarder une information et évaluer sa source. Et donc, on va pouvoir inclure ça, et ça me paraît vital de mettre ça maintenant dans les processus de formation, savoir comment on analyse une information, comment on se dote d'un regard critique, comment on n'avale pas tout ce qu'on donne. Et pour ça, les neurosciences vont nous aider à apprendre comment les jeunes et les moins jeunes réagissent, et donc vont nous permettre, je pense, de mettre en place des programmes éducatifs utiles pour ça. Ouais. Je parlais utile contre la désinformation, c'est de la performance dans l'entreprise, c'est-à-dire être capable d'analyser avec toutes ses capacités une information ou une situation. Et peut-être même d'aller la chercher au bon endroit. Il y a un des biais cognitifs qui s'appelle le syndrome du lampadaire. Vous avez quelqu'un qui se balade le soir et il voit quelqu'un à quatre pattes sous un lampadaire. Il dit « Excusez-moi, je peux vous aider, vous avez perdu quelque chose ?» Et le gars dit « Oui, mes clés. » Il dit « Ah bon, vous les avez perdues ici ?» Il dit « Non, mais au moins ici, il y a de la lumière. » Vous voyez ce que ça donne en entreprise. Et en enseignement, c'est la même chose. Et l'esprit critique, c'est justement d'aller chercher le critère, du comportement, du pourquoi, et de se poser quelques questions essentielles. C'est qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je peux mesurer des effets, des actions? Et en quoi suis-je responsable des conditions que je dis ne pas vouloir? C'est pas mal se poser des questions en entreprise et en enseignement. Oui, donc en fait, quand on vous demande de venir, Madame Todorova, s'il vous plaît, j'aimerais avoir une mission, c'est aussi pour gagner en performance. C'est pas simplement pour le care, la bienveillance, l'empathie, l'engagement éventuellement, mais c'est aussi pour un sujet de performance de l'entreprise. Exactement. Et là, on retourne les cartes parce que jusqu'à là, la performance, c'était la première cible. Là, aujourd'hui, on se rend compte que l'engagement des collaborateurs, ça amène à la performance. Résoudre ces biais cognitifs que tu viens de mentionner, ça amène à la performance aussi. Et moi, je suis très heureuse quand je vois des entreprises qui s'ouvrent sur ces sujets-là parce que c'est des sujets qui existent. Ça se passe dans les coulisses. Quand on recrute quelqu'un, on est tous soumis, hommes ou femmes, on est soumis à des biais qui vont faire qu'on aura un biais sur le fait de choisir le candidat masculin plutôt que les femmes. Même nous, les femmes, on aura cette tendance-là. Et de s'ouvrir à cette connaissance-là, ça permet aussi d'établir des processus décisionnels qui tiennent compte de cette réalité neurologique qui existe à l'intérieur de chacun de nous. Donc en fait, on ouvre les coulisses de notre cerveau pour qu'on puisse mieux ajuster les processus de travail, les interactions. Mais c'est un travail, un sacré. Dans la pédagogie, d'ailleurs, c'est un travail de longue haleine parce qu'il faut changer tous les paradigmes, tous les présupposés. Un prof, il rentre dans la classe. À l'université, il y en a encore qui rentrent avec leurs feuilles un peu jaunies et qui font leur cours, alors que là, on est complètement en rupture par rapport à cette approche. Enfin, j'imagine que... Exactement. Moi-même, quand je fais des conférences, j'amène toujours un élément qui les sort de la zone de confort, justement pour pas seulement parler des choses, mais les faire vivre les choses. Par exemple, dans les conférences, je les ferai danser. 45 secondes, ils se lèvent dans un contexte de travail. C'est nouveau pour eux, ils n'ont jamais fait. Et je l'ai même testé avec des étudiants. Ce sont des éléments qui permettent de sortir des schémas classiques et justement d'expérimenter quelque chose de nouveau, de libérer cette pensée de peut-être qu'il y a d'autres choses qui marchent mieux. C'est peut-être pas la danse, mais on ouvre la porte comme ça, après on voit ce qu'il y a. on voit qu'on fait vraiment un pas de côté, quoi. Quand on parle neurosciences, on est obligé de se remettre un peu en cause, quoi. Ben oui, parce que ça permet de dégonfler les neuromythes, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup les neuromythes, voilà, on a encore un nouveau terme. Il y avait beaucoup de présupposés. La base de la pédagogie, c'est la répétition, l'intelligence fonctionne de manière globale pour tout. On avait beaucoup comme ça de convictions et dont on découvre qu'elles sont potentiellement fausses ou qu'elles peuvent être remises en question. Donc effectivement, ça réinterroge l'ensemble des présupposés sur lesquels on base les systèmes éducatifs. Jean-Gabriel, au fond, quand j'entends tout ce qui a été dit, vraiment ça nous plonge dans un monde nouveau et c'est passionnant. C'est la capacité en réalité à utiliser l'IA avec tout ce qu'on aura appris des neurosciences qui fera la différence. Certainement, je pense déjà les neurosciences, la psychologie nous permettent de mieux comprendre quels sont les processus éducatifs et la diversité des intelligences et s'adapter à chacun. Alors après, l'intelligence artificielle... Mais dans l'entreprise, il ne suffit pas de prompter, quoi. Il faut avoir quand même... il ne suffit pas de demander, fais-moi le mémoire de... Il y a aussi un peu plus à apporter aujourd'hui. Ah ben, j'espère bien qu'il y a un peu plus. Et puis si on ne fait que prompter, on fera la même chose que tout le monde et son travail n'aura absolument aucun intérêt. Et on le sait aujourd'hui. Vous savez qu'il y a beaucoup d'artistes qui essayent d'utiliser l'intelligence artificielle générative pour composer de la musique, pour fabriquer des peintures. Alors bien sûr, on peut le faire en 3 coups de cuillère à peau dans sa cuisine, mais ensuite il y a
vrais talents qui s'épanouissent avec ces technologies. Par exemple, Stromae, il a utilisé des techniques qui ont été développées par François Pachet, qui était dans mon laboratoire maintenant, qui est chez Spotify, pour essayer de chanter une chanson avec le timbre d'une autre chanteuse. Ou je connais une autre graphiste, Caroline Zeller, qui utilise les outils d'intelligence artificielle pour faire des images tout à fait étonnantes et singulières. Et je crois que justement, ce sont des outils qu'il va falloir s'approprier. Et bien sûr, ça permettra, je crois, d'ouvrir des champs extraordinaires. Le danger avec l'intelligence artificielle, le danger avec le numérique, c'est de rester dans sa zone de confort, c'est-à-dire de ne plus apprendre à écrire, de ne plus apprendre à faire, puisque on peut faire par une machine. Le risque, oui, écrire, c'est une douleur au départ, et en même temps, c'est en écrivant que l'on pense. Or, si les gens plus jeunes n'écrivent plus, parce que des machines le font à leur place, ils n'apprendront plus à le faire, ils ne sauront plus écrire. Et je crois que ce sera tout l'enjeu du futur en tant que pédagogue, c'est de savoir comment faire pour que les élèves aient envie de continuer à utiliser leur propre intelligence. Alors moi, je pense que le grand risque aujourd'hui, c'est Parcoursup. Pourquoi ? Parce que... Ah bon, alors ça, je m'y attendais pas. Je ne pensais pas qu'on prononcerait le mot Parcoursup ce soir. Parce que il faut absolument avoir des bonnes notes. On devrait récompenser alors, les mauvaises notes. L'algorithme a mis en place quand même, fait référence quand même aux expériences. Ça s'est développé récemment. C'est récent, vous avez raison. Oui, mais c'est vrai, je crois qu'il faudrait qu'on ait justement une mise en cause de ces procédures, parce que justement les mauvaises notes, on apprend par ses échecs. Et c'est parce qu'on a une mauvaise note, ça ne doit pas être une sanction, ça doit être au contraire, ce qui nous permet de nous corriger. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et c'est comme ça que l'on s'améliore. Et donc je crois que dans le futur, il faut qu'on ait une réflexion sur l'évaluation. Voilà, sur l'évaluation et sur l'abus de ces technologies qui peuvent être très bonnes, mais qui doivent chaque fois rester à leur place. Stéphane, tout le monde veut parler. Stéphane. Justement, on utilise, nous, l'IA pour que les étudiants s'auto-évaluent. C'est l'art du prompt. Et quand on pose une question, Boileau disait « ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement et les mots viennent aisément pour le dire ». Le prompt, c'est pareil. Quand on demande une bêtise, on n'obtient que ce qu'on a demandé. Et ça permet de voir si l'étudiant a bien conçu, a bien conceptualisé ce qu'il demande et de le comparer avec justement le contenu du cours. Et de développer du coup son esprit critique, comme tu disais Olivier, ça permet à la fois de s'auto-évaluer sans jugement, puisque la machine ne juge pas, ne retient pas ce qu'on a dit, enfin, sauf si on lui demande, mais là c'est pas très éthique. Et on peut effectivement répéter 10 fois la chose jusqu'à avoir bien compris ce qu'il fallait avoir compris. Donc on peut l'utiliser à l'inverse pour justement simuler, et c'est inépuisable. Donc, quand on parle en entreprise, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'ouvrent à l'approche du feedback. Le feedback, ça touche à la même chose. Aussi, on peut faire de l'auto-feedback, s'auto-évaluer. Mais c'est une chose très, très importante pour notre cerveau, parce qu'au cœur de la réussite pour notre cerveau, c'est l'apprentissage. Et en fait, feedback, il répond à 3 questions qui sont essentielles pour que notre cerveau puisse apprendre. La première question, c'est quel est mon objectif ? Deuxième question, c'est où est-ce que je suis là maintenant ? Et troisième question, c'est quoi la prochaine étape ? Si nos cerveaux ont ces 3 étapes, ils vont pouvoir apprendre sur n'importe quelle compétence. Mais des fois, on n'arrive pas à le faire tout seul, donc on a besoin que les autres nous aident un petit peu à comprendre où est-ce qu'on en est, parce que c'est difficile de s'auto-évaluer parfois. Donc le feedback, pour moi, c'est l'approche du futur qui nous permet pas seulement de réussir les choses qu'on veut, mais également feedback, c'est une philosophie qui nous permet de sortir du concept de l'erreur. Il n'y a plus d'erreur avec le feedback, il n'y a que des feedbacks. Et donc c'est très déculpabilisant et c'est très plaisant de vivre une vie dans laquelle en fait je m'en veux jamais à moi-même. Je suis toujours dans une progression. Soit j'ai réussi, soit déjà des axes d'amélioration à obtenir. Parfois je gagne, parfois j'apprends. Exact. Comme disait Nelson Mandela, c'est ça ? Ça marche toujours avec Nelson Mandela. Constance, un dernier mot. Est-ce qu'on met assez le paquet sur ces enfants neuroatypiques ? On a tout ce qu'il faut sur la table pour les aider. Il en reste 3 petites minutes. On a beaucoup de moyens scientifiques et pédagogiques à disposition, mais non, on n'y met pas assez de moyens, en tout cas à l'échelle de la France. Il y a des pays qui font mieux ? Il y a des pays qui font mieux, mais c'est que ça va être porté dans certains pays, le monde anglo-saxon, par des initiatives privées, dans les pays nordiques, à l'échelle de l'État. Mais c'est un coût qui est absolument énorme et dont l'État français n'a pas les moyens.
On a presque fini. Jean-Gabriel, c'était passionnant, non? On a fait le lien à neurosciences IA, hein, quand même. On ne peut pas faire l'économie de ces deux thèmes. Il y a bien sûr un lien extrêmement fort. J'ai parlé tout à l'heure des travaux qu'on faisait sur les sciences cognitives. Les sciences cognitives sont nées sur l'hypothèse selon laquelle les outils de traitement de l'information étaient une bonne image de ce qui se passe dans notre cognition, et ça a fait faire des progrès énormes dans les neurosciences computationnelles, dans la psychologie et aussi en retour en intelligence artificielle. On pourrait aller vous voir au LIPSIS, qui est un laboratoire. ouais. Et puis alors, je rappelle votre livre, hein, l'IA expliquée aux humains, aux éditions du Seuil. On ira l'acheter pour les fêtes de Noël, très beau cadeau. Constance Baudot, merci pour l'école de Walc. Vous avez parlé des enfants atypiques, qui est une illustration de l'apport des neurosciences. Stéphane Ginocchio, passionné, philosophe à 16 heures, mais passionné aussi de tous ces sujets. Il a une vie d'entrepreneur, il a été dans la radiologie, dans le médical, bon bref, je vous ai passé un peu son CV. Et Biliana, qui est docteur et post-doc, puisqu'elle a fait beaucoup d'études en immunologie, et puis donc... Vous avez vu qu'il y avait du beau monde ce soir. C'était passionnant. Olivier, on aurait pu en parler des heures de ce bouquin. Il y aura une suite, sans doute. Il faut qu'il y ait une suite parce que les médecins, les neuroscientifiques, ils utilisent souvent la comparaison de dire le cerveau, c'est un nouveau continent. Au fil des interviews et des publications, ça commence toujours pour ce mot-là. Et ça veut dire en fait qu'on est qu'au commencement de tout ça. On a encore plein de choses à apprendre et à découvrir sur ce sujet. Donc ça mérite des tomes 2, 3, 4. Il y a plein de belles choses à faire et à apprendre sur la manière dont ça fonctionne. Combien de pages? Allez, on va donner le nombre de pages. Ça n'a aucun intérêt, je donne le nombre de pages, mais il y en a 205, voilà. Une vingtaine de chapitres, une vingtaine d'auteurs, c'est ça? Avec beaucoup d'expérimentations pratiques. On n'a pas adressé évidemment toutes les problématiques qui sont traitées, mais vous verrez, c'est passionnant. Vous me le dédicacez? Allez, merci. Moi, c'est Gilbert. Merci beaucoup, bonne soirée à tous, c'était passionnant, à très bientôt.